Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour ce format du grand entretien, de la rencontre, de l'interview avec à la fois une personnalité excessivement attachante et un lieu particulièrement atypique qu'on avait envie de vous faire découvrir. Jean Muller, bonjour. Bonjour. C'est vous la personnalité particulièrement attachante parce que je trouve Merci. que dans le regard, dans la luminosité de ce que vous racontez, de la manière dont vous parlez de votre vie et de votre quotidien, il y avait vraiment quelque chose déjà de très touchant. Alors vous êtes comment on appelle ça, le directeur, le responsable des maisons partagées qui sont ici à Villeurbanne de l'association Simon de Sirène, c'est ça? C'est quoi votre fonction exacte et votre métier? Et on va parler un petit peu de ce lieu magique. Alors, je ne suis pas encore directeur, je suis le responsable d'une des maisons de Simon de Sirène de Lyon. Donc voilà, mon rôle, c'est vraiment de chapeauter la vie de la maison, à la fois d'accompagner les résidents, les assistants, dans un projet de vie partagée entre personnes handicapées et personnes valides. Alors justement, on va repartir depuis le début pour comprendre peut-être en quelques mots ce que c'est que l'association Simon de Sirène. Alors, vous me l'avez rappelé gentiment parce que vous l'avez oublié. Qui était Simon de Sirène d'abord et d'où vient le nom de l'association? Oui. Alors, Simon de Sirène, c'est une personne de la Bible. C'est la personne qui a aidé Jésus à porter sa croix. Voilà, donc on est sur l'image de... Donc c'est une association avec des valeurs chrétiennes sur voilà, cette vie partagée avec des personnes handicapées. On va les aider à porter finalement leur croix qui est leur handicap. Alors, le fondateur de cette association s'appelle Laurent de Cherizet. Oui. Comme souvent dans ce type de structure, ce sont des personnes qui à un moment ou à un autre dans leur vie personnelle ont été confrontées à un drame, une difficulté ou handicap, ce qui a été son cas à lui. Et donc il a décidé il y a 12-13 ans maintenant de créer cette association pour venir en aide aux personnes à l'origine, je crois, victimes d'un accident cérébral, c'est ça, et qui du coup perdaient leur fonction, un certain nombre d'éléments de motricité. C'est quoi la philosophie de l'accueil de vos résidents chez Simon de Sirène? Exactement. Laurent de Cherizet, du coup, sans rentrer dans son histoire personnelle, lui, sa sœur a été victime d'un accident de voiture dans les années 90. Et lui a décidé finalement de se lancer dans ce projet de vie partagée où on accompagne à l'origine des personnes dont la vie a basculé dans le handicap. Donc c'est vraiment important de noter ça. Donc c'est la lésion cérébrale qui rapproche notre public. Et petit à petit, on s'est ouvert aussi aux infirmes moteurs cérébraux, donc les personnes dites IMC, qui naissent avec leur handicap. Dans ce projet de Simon de Sirène, c'est des personnes qui ont quasiment toutes leurs capacités intellectuelles et nous, on vient les aider plus dans les actes essentiels de leur vie où elles sont dépendantes de manière très physique sur un lever, une douche, une toilette. Mais après, tout le reste, les handicaps varient et on accompagne plus ou moins à l'extérieur. Il y a des personnes qui sont plus ou moins autonomes que d'autres. Et le projet, c'est vraiment d'accompagner que les maisons Simon de Sirène soient investies dans le quartier. Et donc, on est facilement en lien avec nos voisins, avec les associations locales. Voilà, on tisse vraiment du lien au sein de notre quartier. On est ici à Villeurbanne, pas loin du métro Flachet. Exactement. Ça s'appelle les maisons de l'Espérance parce qu'il y avait une ancienne église, c'est ça, dans ce bâtiment. Comment naît une maison partagée et comment est née la maison partagée ici à Villeurbanne? Alors à Lyon, et de manière générale, se regroupe dans une ville un groupe qu'on appelle de compagnons. Donc c'est des familles qui ont un enfant, un frère, une sœur handicapés, qui organisent des activités chez les uns, chez les autres au début. Et plus ce groupe grossit, plus la question des maisons partagées se pose. À Lyon, l'année dernière, les maisons ont ouvert, mais c'est issu d'un parcours où, pendant 5 ans, en amont, il y a eu ce groupe de compagnons qui a évolué, qui a grossi. L'association s'est créée avec un conseil d'administration. Et une fois que, il y avait beaucoup de... On va les appeler c'est le groupe de compagnons qui sont des adhérents avec des personnes en situation de handicap, des personnes valides. C'est une petite famille, une communauté. L'année dernière, les maisons sont nées avec tout un travail qui a été fait au niveau de la région, du département, pour trouver des financements, des appels aux dons, comme la Nuit du Bien Commun, tout ça, pour lever assez de fonds pour monter le projet. Donc ici, vous le rappelez, c'était une église avant. Quand l'église a été détruite, ils se sont posé la question de qu'est-ce qui allait être créé à la place. Donc il y a eu... en dessous, il y a une école primaire et le projet Simon de Sirène a été, dès le début, choisi a été créé en même temps que l'école. Donc,
Et le bâtiment a été créé avec l'idée d'accueillir déjà ces maisons partagées. Voilà. On est, pour comprendre, une sorte d'immeuble construit par un bailleur social. Il y a une école. Et puis on a deux immenses appartements, enfin des plateaux, qui sont construits autour de studios indépendants et puis d'un grand lieu de vie qu'on voit derrière nous. Ça marche comment ici, une maison partagée? Qui y vit? Qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? Alors, une maison partagée, donc il y a cette grande pièce commune où sont pris les repas tous ensemble. On cuisine, voilà, il y a une cuisine aménagée, équipée pour que les fauteuils puissent aussi passer. Donc ça, c'est vraiment la vie de Simon de Sirène de la maison, ça se passe ici. Et après, donc, il y a des studios en enfilade où on alterne résidents et assistants parce que dans le projet, les personnes valides, certains assistants vivent sur place. C'est également mon cas en tant que responsable de maison. Moi, j'ai mon appartement à l'entrée à droite. À l'entrée à droite. D'ailleurs, il y a marqué Bienvenue Jean Muller. Exactement. C'est marqué sur chacune des portes du studio d'ailleurs, avec le nom du résident. Donc, si je comprends bien, vous avez ici 6 personnes en situation de handicap qui vivent ici, et puis pour l'instant des assistants de vie internes. C'est ça c'est une grande colocation en fait. Exactement. C'est une grande colocation entre justement donc personnes handicapées, personnes valides, et donc le rôle des assistants. Dont c'est le métier, hein, c'est leur métier. Leur travail, c'est justement d'accompagner nos résidents dans les actes essentiels de la vie. Donc ça va être le lever, le coucher, les toilettes, la douche. Et après, il y a toute la vie dans la maison, donc le ménage, les lessives, la préparation des repas, les courses. Et tout ça est fait en commun entre personnes handicapées et personnes valides. C'est vraiment le but du projet de faire vivre tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Avec les hauts et les bas comme une coloc, quoi, avec des bons moments, des moments un peu plus difficiles, etc. Alors comment arrivent les personnes qui sont ici? Je crois que derrière nous, on aperçoit, il y avait Xavier, Véronique, etc. Comment est-ce qu'on arrive dans une maison partagée de Simon de Sirène? Alors quand les maisons se lancent, donc les personnes candidatent pour intégrer les maisons partagées, la coordinatrice médico-sociale de l'association et la directrice reçoivent ces candidatures. Il y a un premier, on va dire, tri qui est fait parce que Simon de Sirène ne peut pas accueillir tout type de handicap. Donc ça, c'est le rôle, il y a un côté plus médical, avec une commission d'admission aussi qui étudie les dossiers. De là, on donne le feu vert pour un premier stage d'admission pour les personnes. Donc l'année dernière, il y a eu 10 personnes, 5 à la maison ici, la Maison Rouge, et 5 à la Maison Bleue, qui ont fait leur stage. À la Maison Bleue, les 5 ont été intégrés. Chez nous, il n'y en a que 2 qui sont allés plus loin parce qu'au bout de ce stage de 6 jours, les personnes peuvent dire « ça ne me correspond pas, la vie partagée, c'est trop pour moi ». Donc, il y a un premier bilan qui est fait. Si moi, en tant que responsable de maison, je fais aussi un bilan avec mes équipes pour voir comment s'est passé l'accompagnement, je présente ce bilan à la commission d'admission qui décide de oui ou non partir sur un deuxième stage. Le premier stage dure 6 jours, il est vraiment essentiellement tourné ici sur appréhender les lieux, comment on se déplace, et puis tester le concept d'habitat partagé. Le deuxième stage, lui, est plus tourné vers l'extérieur, il est plus long, il dure 11 jours. Et suite à ce deuxième stage, on prend la décision finale de oui ou non d'une intégration définitive. Après aussi de comment ça se passe, de l'état des relations, des différents types de handicap, etc. Exactement. Alors ce que vous évoquiez au début, c'est que pour construire le bâtiment, il y a des subventions, etc. Mais qu'après, en fait, la maison, elle vit en autonomie puisque les résidents payent un loyer, puisqu'il y a des aides publiques pour les assistants de vie. Comment ça marche, l'économie du système, du coup? Exactement. Donc, quand on crée la maison, il y a un coût qui est financé 50% par des fonds publics, 50% par des appels aux dons privés. Une fois que la maison est lancée, le but de Simon de Sirène, c'est de vivre, donc vous l'avez dit, en autonomie, qui se base sur les loyers des personnes, des résidents, nos loyers à nous. Et moi, par exemple, mon salaire, il y a des particularités. Mon salaire va être pris en charge par l'AVP, donc l'aide à la vie partagée, qui est une subvention. Voilà, comme on est nous, on est un territoire expérimental pour cette aide. Ça nous octroie une subvention sur 9 ans, je crois. Et donc, les résidents, du fait de leur aide aussi avec leur handicap, reversent leurs prestations, par exemple la PCH, la prestation compensation handicap, qui permet aussi à l'association d'arriver à un équilibre financier sans dépendre de dons privés. D'accord, donc il y a effectivement une autonomie. Une autonomie. Comment, moi alors, il y a un truc aussi moi, qui était assez étonnant, c'est que je ne savais pas qui vous étiez avant qu'on se rencontre, et c'est vrai que je ne m'attendais peut-être pas à avoir quelqu'un comme ça d'aussi jeune, parce que vous avez 29 ans, c'est pas encore un secret.
Comment est-ce que, comme ça, quelqu'un de jeune se retrouve dans ce type de mission avec, à la fois, j'imagine, quand même un quotidien à forte responsabilité, très impliquant. Qu'est-ce qui vous a amené à vous retrouver là? Moi, alors, dans mon parcours personnel, j'ai eu un premier parcours j'ai tenté médecine, voilà, et je me suis beaucoup cherché les premières années. Et j'ai découvert la vie partagée en réalisant un service civique de 10 mois dans une communauté de l'Arche, donc, qui est le grand frère de Simon de Sirène. Donc, c'est une association où il y a une vie partagée avec des personnes handicapées mentales, là où nous, c'est plus de handicap moteur. Et j'y ai découvert un quotidien, une vie finalement assez ordinaire, mais vécu de manière extraordinaire avec ces personnes dont la vie voilà, est différente avec leur handicap. Et j'y ai découvert, j'y ai vu beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, Enfin, ça a été vraiment pour moi un bouleversement. Et donc quand j'ai repris des études dans le social, d'abord à l'IF Europe à Angers en licence, puis à l'IRCOM en master, ayant mon master de management de l'action sociale, je me suis naturellement tourné vers les habitats partagés et j'ai été très en lien avec la communauté Simon de Sirène d'Angers parce que je connaissais le directeur et on a discuté et je me suis dit finalement en premier métier après mon master, le rôle de responsable d'appartement cochait vraiment toutes les cases avec à la fois ce rôle en responsabilité d'avoir la charge du bien-être des résidents, des assistants, voilà. C'était le début du projet à Lyon, donc il y avait tout à créer, c'était un gros challenge au quotidien. Et moi, c'est vraiment pour moi un métier, il n'y en a pas deux des comme ça, où on peut à la fois passer d'un bilan avec un assistant de manière très professionnelle, mais avoir aussi un temps à table vraiment informel où, voilà. Oui, parce que c'est quand même une forme à la fois d'implication, mais d'engagement, y compris personnel, puisqu'on imagine de vivre sur place avec des personnes qui ont aussi peut-être des besoins, superviser d'autres professionnels. Comment est-ce qu'on gère cet équilibre? Comment on fait face à ça? Est-ce qu'il n'y a pas des moments aussi où c'est à la fois très émouvant, très impliquant, peut-être trop? Comment est-ce qu'on gère la vie d'un jeune homme comme ça qui aussi a fait d'autres choses? Alors, c'est sûr que moi, je raconte souvent qu'il y a des avantages et des inconvénients à vivre sur place. Le plus gros avantage, c'est que moi, je mets 5 secondes pour arriver sur mon lieu de travail parce que j'ouvre ma porte et j'y suis. Donc ça, c'est super. Mais en revanche, ça veut dire qu'une fois que je rentre chez moi, mes problèmes, et les problèmes de la maison, comme il peut y en avoir, jamais très loin. Ils sont jamais très loin. Donc c'est un équilibre à trouver personnel, d'arriver à la fois assurer la charge de la responsabilité de la maison, tout en trouvant des moments ressources à l'extérieur. Donc moi, ça nécessite, pour moi, responsable de maison, de faire confiance à mon équipe, en me disant quand je suis pas là, mes assistants, ils gèrent au quotidien, ils savent faire, ils connaissent leur métier. Et puis il y a d'autres personnes dans l'environnement, il y a une maison au-dessus avec une autre responsable de maison, et puis d'autres personnes de l'association à qui vous partagez quand même. J'ai beaucoup de personnes ressources autour de moi, donc vous l'avez dit, il y a la maison au-dessus, donc avec Constance qui est la responsable de maison de la Maison Bleue, où on travaille quand même pas mal en binôme. Et également à côté des maisons partagées, à un arrêt de métro plus loin, on a les bureaux administratifs avec une directrice qui nous soutient beaucoup dans notre rôle de responsable de maison. Il y a une coordinatrice médico-sociale qui vient nous aider sur tout le volet accompagnement médical des résidents. On a Louise qui est on a une responsable des activités de jour, donc qui propose aussi pour les résidents des activités, donc qui va d'un café philo le mardi après-midi à un repas partagé le mercredi, à une activité théâtre le jeudi soir. Donc, parce qu'il y a une vraie vie organisée avec des temps forts, des moments, des rituels. Exactement. Et la particularité de la maison, en tout cas chez nous, c'est que donc moi j'ai des équipes du matin, de l'après-midi, mais le mardi soir, c'est le temps où j'ai toute la maison qui se réunit pour la soirée maison. Et donc là, on va présenter, moi je présente l'agenda de la semaine en rappelant les rendez-vous de la semaine, les temps forts de la semaine. Et après, il y a un dîner très convivial où souvent on fait un repas sympa. Et après le dessert, on a ce qu'on appelle un temps spirituel, c'est notre tour de bougie. Donc concrètement, on allume une bougie qu'on se passe à tour de rôle et chacun va raconter un peu ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il a envie de partager au reste de la maison. Donc ça, c'est des moments très forts qui sont pour moi des moments ressources. Quand même ça va un peu moins bien, je le partage en soirée maison et on se livre. Aussi de cette énergie et de cette, pour le coup, solidarité et fraternité du quotidien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite de beau pour cette
année qui commence, ou c'est la deuxième rentrée, mais il y a une année qui arrive là. Je crois que vous avez encore de la place pour accueillir à la fois peut-être des bénévoles et un service civique comme assistant de vie, c'est ça? Oui, alors en fait, c'est vrai que dans l'association La Simon de Sirène, on a un gros besoin de bénévoles. Pour donner un exemple, moi j'ai par exemple un de mes résidents qui fait beaucoup de foot fauteuil. Et pour le foot fauteuil, il a besoin d'être transféré sur un autre fauteuil roulant. Nous, en tant que, dans les maisons partagées, on ne peut pas forcément se libérer parce que si on part accompagner cette personne au foot fauteuil, il faut aussi s'occuper des autres. Donc, c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait confier à un bénévole. Donc, et des exemples comme ça, on en a plein. Ça peut être de sortir un Scrabble le dimanche après-midi, ça peut être d'aller voir un film au cinéma à l'extérieur. Tout ça, nous, on est en demande de bénévoles pour ça. Et on a également encore une place pour un service civique. Donc c'est vrai que l'association repose, donc dans les salariés, il y a les assistants de vie internes, externes, et il y a les services civiques. Donc le service civique, c'est une super alternative quand on est un peu perdu dans sa vie, quand on a entre 18 et 25 ans, où on se dit qu'on prend 10 mois, on se cherche. Et pour l'avoir expérimenté, où j'étais un peu paumé, on donne 10 mois au service d'une association et on apprend finalement à la fois des relations qu'on tisse avec c'est une vraie école de vie et à la fois un côté très professionnel où on apprend un métier parce que dans les piliers de l'association, on a une dimension professionnelle, communautaire et spirituelle, mais c'est vrai que c'est un vrai métier d'accompagner les personnes en situation de handicap. Bon, bah écoutez, voilà, le message est lancé. C'était un vrai plaisir de vous écouter, de vous rencontrer, Jean. On était ravis de pouvoir aussi montrer un petit peu ce que vous faites, de partager quelques instants la vie de cette communauté un peu particulière. Et je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie. On suivra avec attention Simon de Sirène. Merci. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.